Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure de l'information sur Télé Sud. Heureux de vous retrouver tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 6 janvier. Malgré la fin de l'ultimatum fixé au 1er janvier pour la libération des 46 soldats ivoiriens, la CEDEAO ne compte pas sanctionner le Mali. C'est le président en exercice de l'organisation sous-régionale, Umaro Sissoko Embalo en personne, qui l'a annoncé hier. Il préfère laisser la chance à l'aboutissement des négociations diplomatiques engagées entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, condamne fermement les exactions commises sur la population de l'Est de la RDC par les rebelles du M23. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique présent à Brazzaville. Plus de précisions dans cette édition. Nous parlerons également d'une autre cérémonie de présentation de vœux, celle d'Emmanuel Macron aux soignants français ce vendredi dans un hôpital de la région parisienne. Le président en profitera pour dévoiler son plan pour un système de santé en crise. C'est tout pour le sommet de ce journal. Je vous le disais en titre, alors que les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako ont été condamnés à 20 ans de prison et toujours gardés au Mali, la CEDEAO, qui avait fixé un ultimatum au 1er janvier pour leur libération, ne compte pas sanctionner le pays pour le moment. Selon le président en exercice de l'instance sous-régionale, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, il est plus judicieux de laisser la chance aux discussions engagées entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mathieu Nicolas. Pendant que le président Faure Gnassingbé du Togo assurait mercredi une mission de bons offices à Bamako, avant de se rendre à Abidjan, le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, a confirmé la nouvelle qui s'était propagée dans la journée. Il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. La CEDEAO souhaite laisser la médiation togolaise porter ses fruits et travailler à la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Monsieur Ouattara m'a appelé et m'a dit qu'il était en discussion avec la junte malienne. Je lui ai dit OK, car c'est cet esprit de bon sens qui doit prévaloir dans la sous-région. Aussi, je ne veux pas que mon mandat soit couronné de sanctions. L'instance sous-régionale menaçait de prendre des mesures de sanctions contre le Mali si les soldats ivoiriens n'étaient pas relâchés avant le 1er janvier. Finalement, la CEDEAO a préféré donner du temps à la médiation togolaise. Par la voix de son président en exercice, l'instance sous-régionale espère voir bientôt la fumée blanche jaillir du palais de Koulouba. Bientôt, il y aura de bonnes nouvelles pour nos frères de la Côte d'Ivoire et du Mali. Et je déciderai moi-même de me prononcer là-dessus, ou ce sera la ministre des Affaires étrangères en tant que président du Conseil des ministres qui le fera. Dans son discours du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis que les soldats incarcérés regagneront bientôt le sol ivoirien, sans plus de précision. Condamné par la justice malienne à de lourdes peines, la grâce présidentielle délivrée par Assimi Goïta reste, selon plusieurs sources diplomatiques, le seul espoir de mettre fin à cette affaire qui empoisonne les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Au Tchad, le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État en décembre dernier. Selon un communiqué des autorités de transition, le défenseur des droits humains, Béradine Berdei, serait le cerveau de ce putsch en complicité avec 11 officiers de l'armée tchadienne. Une dizaine de personnes ont été interpellées dans cette affaire et mises à la disposition de la justice. Les membres du corps diplomatique conduits par leur douanier, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, Christophe Muzungu, ont échangé les vœux jeudi avec le président Denis Sassou Nguesso. À l'occasion, le chef de l'État congolais a condamné fermement les exactions commises par les rebelles du M23 à l'est de la RDC. Louis-Marcel Satou, notre correspondant à Brazzaville, pour plus de détails. Comme à l'accoutumée, le corps diplomatique accrédité au Congo a présenté ce 5 janvier ses vœux de nouvel an au couple présidentiel.
Au nom de ses homologues, le doyen du corps diplomatique, Christophe Muzungu, a salué l'engagement marqué par le Congo sur la scène internationale et nationale par le biais de sa diplomatie et affirmé sa position sur les questions majeures de l'heure sous la très haute impulsion du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le corps diplomatique se félicite de l'intense activité diplomatique et économique menée par votre Excellence sur des questions diverses touchant l'Afrique. La mobilisation du Congo face aux relations qui se sont considérablement détériorées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en raison des incidents militaires graves qui se produisent à l'est de la République démocratique du Congo depuis les mois d'octobre et novembre 2022 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Au sujet de la situation de la RDC marquée par les exactions commises par les groupes rebelles sur les populations civiles, le Congo renouvelle son soutien inconditionnel à ce pays frère. La situation en République démocratique du Congo est marquée par des exactions perpétuellement commises par les groupes rebelles sur les populations civiles. Tout en condamnant fermement ces barbaries, nous renouvelons notre soutien inconditionnel aux initiatives de paix engagées en vue de ramener le calme et la quiétude à l'est de ce pays frère. L'an 2023 ne s'annonce pas très bien pour la Tunisie, du moins sans un accord avec le FMI. Le pays risque de vivre des jours sombres. Selon le directeur de la Banque centrale tunisienne, il faut de toute urgence que le pays signe un accord de prêt avec le Fonds monétaire international pour espérer lutter contre l'inflation qui plombe l'économie du pays. Je vous propose de l'écouter. Le problème aujourd'hui, c'est qu'عام جاي معناها 2023 العام اللي احنا فيه تو 2023 va être une année compliquée. Si on n'accède pas à un accord avec le fonds en termes de mobilisation de financement extérieur et même en financement intérieur, je crois qu'on est arrivé à des niveaux quand même relativement élevés. Inch'Allah, on sera capable d'arriver le plus rapidement possible à un accord avec le fonds monétaire pour avoir, je pense, la mobilisation des financements extérieurs qui ont été mis dans le budget. Il va y avoir aussi beaucoup de ce que j'appelle les produits de base ou les subventions, etc. vont être plus ou moins بشوية باش يتنحاو notamment énergétiques ou غيره. Sur les 3-4 ans, on va voir beaucoup je dirais, des prix augmenter de manière importante. Au Cameroun, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé a reçu en audience jeudi le chef de la délégation du FMI en visite de travail dans le pays. Une visite de travail de 13 jours qui s'inscrit dans le cadre du lancement de la 3e revue du programme économique et financier du FMI. Les deux hommes ont échangé sur les objectifs visés par le dit programme et les mesures à prendre pour une meilleure implémentation. Gaël Diakam et Cyril Nguidjoy. Après les premières et deuxièmes revues qui ont connu une participation remarquable du Cameroun, le Fonds monétaire international dépose à nouveau ses valises en terre camerounaise pour le lancement de la 3e phase de son programme économique et financier. La délégation du FMI, conduite par Semil Sonkak, a été reçue en audience ce jeudi par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, avec qui elle a échangé sur les objectifs visés par ce programme et les nouvelles réformes inscrites dans la 3e phase. Le Cameroun a bien passé les 2 revues. Pendant les prochaines 2 semaines, nous allons travailler ensemble et discuter sur certaines réformes qui sont importantes pour le pays. Pour une meilleure implémentation de cette 3e revue au Cameroun, le FMI, par la voix de son chef de délégation, appelle à une mutualisation des efforts de la part des autorités camerounaises qui jouent un rôle important dans ce processus, d'où les mesures prises. Pour la 3e revue, les autorités ont pris des mesures importantes. Maintenant, on va évaluer ensemble certaines mesures, c'est l'objectif de cette mission.
Mais jusqu'à maintenant, il y avait des mesures importantes, bien prises. La visite de travail entamée ce 5 janvier au Cameroun par le Fonds monétaire international s'achève le 18 janvier prochain. 13 jours de rencontres et de discussions avec les administrations publiques et autres partenaires qui viendront à coup sûr poser les jalons de cette troisième phase du programme économique et financier du FMI. Toujours au Cameroun, le timbre fiscal est passé de 1000 francs à 1500 francs CFA, une augmentation imposée par la loi de finances 2023. Cette hausse devrait permettre à l'État de faire face à la conjoncture actuelle. Nos reporters sur place, Chimène Baleba, Pierre Parfait Ndongo et Cyril Guidjoy sont allés sur le terrain pour constater l'entrée en vigueur de cette mesure. Le prix du timbre fiscal est passé de 1000 francs à 1500 francs CFA, soit 2,28 € au Cameroun. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, conformément à la nouvelle loi de finances. Ce timbre est exigé pour la légalisation de certains documents administratifs, dont des diplômes, des documents d'état civil ou des pièces exigibles aux agents économiques. J'étais quand même prévu, en sachant qu'il fallait le faire, puisque depuis vendredi, nous ne vendons plus les timbres. J'étais là vendredi, ils ont dit que les machines sont déjà bloquées. Cette hausse de 50% est mal digérée par les citoyens qui vivent déjà sous le poids de l'inflation. Je voulais certifier 3 documents, j'ai donné 10 000 francs, mais c'est 4 500. Il manquait un peu, comme je devais très mal répondre à la dame. C'est après, quand j'ai vu le prix sur le timbre, que je me suis rendu compte que c'était vraiment 1500. Ça ferait vraiment mal et la vie devient de plus en plus chère. 500 de plus sur le timbre fiscal, ça fait très mal au cœur. La chute du cours du pétrole due à la conjoncture actuelle pousse le Cameroun à miser sur d'autres revenus pour stabiliser son économie. Plusieurs autres taxes ont été revues à la hausse, à l'instar des visas, qui passent désormais à 125 €, soit 82 000 francs CFA, à 190 €, soit 125 000 francs CFA. Le Cameroun veut tirer ses recettes des ressources fiscales et douanières. Les tirailleurs sénégalais n'auront plus besoin de résider en France pour toucher leur minimum vieillesse. Un droit révélé mercredi par le gouvernement français et obtenu au terme de nombreuses années d'attente. Malgré cette bonne nouvelle, certains tirailleurs encore en vie dénoncent une reconnaissance tardive de la France. Témoignage de Ndiogu Dieng, l'un des derniers tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale. Mathieu Nicolas. Son allure est lente, son audition et sa vue se dégradent de jour en jour, mais sa mémoire ne lui joue aucun mauvais tour. À 103 ans, Diogu Dieye est l'un des derniers tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un siècle après le conflit, Diogu a du mal à pardonner à la France, pays qui l'a servi. Farah est tellement honnête parce que cette personne est obligée d'engager. Et elle est engagée dans ça volontairement, sans demander votre avis ni rien. Chaque année, on touche ça 2 fois. Maintenant, 200 sans rien. Farah n'est pas honnête. Diogu fait partie de la poignée de tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, encore vivants et qui habitent au Sénégal, sur les centaines de milliers de soldats africains qui ont combattu pour la France lors des 2 guerres mondiales et les conflits coloniaux en Indochine, Algérie ou encore à Madagascar. Sur cette photo, on peut voir un jeune Diogu qui vient d'être appelé à prendre les armes. À l'époque, la France leur propose de se battre pour elle en échange de garanties. Mais la réalité est loin de ça. Lors de la Première Guerre mondiale, que les Français appellent Grande Guerre, on les avait mobilisés en leur disant, en versant le même sang, vous allez gagner les mêmes droits. Vous allez devenir citoyen, vous allez avoir des avantages. Et après la guerre, ça n'a pas été le cas. Et il y a certains tirailleurs de la Grande Guerre qui n'avaient même pas de pension. Longtemps sous-estimée, voire ignorée, l'histoire des tirailleurs sénégalais symbolise les relations complexes que la France a entretenues et entretient encore avec ses anciennes colonies. Elle est aujourd'hui portée à l'écran
pour l'une des premières fois dans le film Tirailleurs, avec l'acteur français Omar Sy, un film qui leur rend hommage. Je nous ai tenus. Le reste de l'actualité à présent commenté par Souilas Bailly. Les autorités sénégalaises ont interdit la tenue d'un rassemblement prévu par l'opposition ce vendredi à Dakar. Le motif avancé dans l'arrêté publié par le préfet est relatif au lieu choisi pour le rassemblement qui fait l'objet de travaux d'envergure. En raison de la présence de chantiers, le risque d'accident serait trop élevé pour que le rassemblement s'y déroule. La principale coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, avait appelé à manifester contre le recul démocratique et pour dénoncer les nombreuses irrégularités dans la gestion d'un fonds anti-Covid relevé dans un rapport publié par la Cour des comptes sénégalaise. Ce rapport faisait état de manquements, de surfacturation et d'absence de justificatifs sur des dépenses. Des informations judiciaires à l'encontre des responsables au sein des ministères ont été ouvertes par la Cour des comptes. Le cessez-le-feu ordonné hier par la Russie pour le Noël orthodoxe est entré en vigueur ce vendredi en Ukraine. Ce cessez-le-feu doit s'appliquer sur toute la ligne de contact entre les parties pour une durée de 36 heures. Le président russe Vladimir Poutine a pris cette décision sur les recommandations du patriarche orthodoxe russe Kirill et du président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan qui ont appelé à cette trêve avec l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont tous deux des pays dont la population est majoritairement de confession orthodoxe, mais Kiev s'est éloigné de la tutelle religieuse de Moscou ces dernières années en fondant notamment une église indépendante. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué cette annonce qu'il estime être une stratégie militaire de la part de la Russie dans le but de ralentir l'avancée des troupes ukrainiennes dans le Donbass et de gagner du temps afin que les troupes russes puissent se réapprovisionner en armes et munitions. Le président ukrainien a déclaré que le seul résultat de cette trêve serait davantage de morts dans ses rangs. Les bombardements se poursuivent à Bakhmout en Ukraine malgré la trêve. Au moins 14 personnes ont perdu la vie et 73 autres blessées après une collision entre deux autocars jeudi à Yamoussoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire selon les autorités. Le bilan communiqué par le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire relève qu'au moins 5 femmes figurent parmi les victimes. Les 73 blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Yamoussoukro. En France, le président Emmanuel Macron présente ses vœux ce vendredi au personnel soignant. Cette cérémonie sera également l'occasion pour le chef de l'État français de dévoiler son plan pour un système de santé en crise depuis plusieurs mois. Plus de précisions avec Soukaina Skali. Attendu de pied ferme, Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi matin dans un hôpital de l'Essonne. Pour la première fois en 6 ans, le président a présenté ses vœux de nouvelle année aux acteurs de la santé, preuve que le système est malade. Il y a des demandes qui existent et qui ont leur part de légitimité et qu'il faut entendre. Il y a aussi une situation à laquelle on doit tous faire face et une responsabilité collective pour que nos compatriotes et aussi des soignants puissent trouver pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents, une réponse. Donc on va essayer de faire tout ça avec engagement, respect, intelligence. Accompagné du ministre de la Santé, François Braun, les deux hommes ont visité les urgences pédiatriques, soumises, comme ailleurs en France, à des tensions extrêmes ces derniers mois. C'est le cas des médecins généralistes rassemblés la veille par milliers pour manifester contre un système de santé à bout de souffle. En tête des revendications, une revalorisation du prix de la consultation. La médecine de qualité, elle a un coût et on nous pousse à faire de la médecine low cost avec des consultations à 25 €, où la CNAM sous-entend qu'on devrait voir 6 patients par heure. Moi, je fais beaucoup de consultations compliquées avec des personnes âgées. Je trouve ça inhumain de leur imposer une consultation de 10 minutes. Si j'ai choisi d'être médecin, c'est pour la relation humaine et le soin. Et pour ça, il faut du temps. Des revendications adressées déjà au ministre de la Santé fin décembre, qui a jugé malvenue la grève des médecins dans un contexte de double épidémie de bronchiolite et de Covid-19. Ce vendredi, le président devrait dévoiler des mesures pour une refonte du système de santé. Mais les soignants seront-ils convaincus? On a l'impression que c'est vraiment ils considèrent que c'est la fin d'un système, la médecine libérale. Donc en sachant que le problème n'est pas que là, parce qu'à l'hôpital ça ne va pas beaucoup mieux, pourtant ils sont fonctionnaires. Donc c'est vraiment un problème de manque d'effectifs, pour différentes raisons, et un manque d'attractivité du métier. En mai dernier, la crise des urgences était déjà dans toutes les revendications des soignants. À l'issue d'une visite aux urgences de Cherbourg, Emmanuel Macron avait lancé sans grand succès une mission flash sur la crise des urgences hospitalières.
La Chambre américaine des représentants a clos sa journée jeudi sans parvenir à élire son nouveau président, restant complètement paralysé par des dissensions dans les rangs républicains. Le favori Kevin McCarthy n'est toujours pas parvenu à accéder au perchoir après une 3e journée de tractation et 11 tours d'une élection qui paraît toujours sans issue. Je vous propose d'écouter l'élu républicain de Californie qui note néanmoins des progrès dans les discussions. Non, je ne mets pas d'échéancier. Je pense simplement que nous avons fait des progrès, que des membres discutent. Je pense que nous avons un peu de mouvement, donc nous verrons. Je serais un président plus faible. Si j'en avais peur, je ne serais pas un président plus faible. Un mot sur la guerre en Ukraine alors que les combats continuent sur le terrain. Joe Biden, le président des États-Unis, a estimé lors d'une réunion hier à la Maison-Blanche que le conflit a atteint un tournant. Il a annoncé par ailleurs l'augmentation du soutien américain à l'Ukraine. À cet effet, de nouveaux équipements militaires devraient être livrés dans les prochains jours à Kiev. On l'écoute. En ce moment, la guerre en Ukraine a atteint un tournant. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les Ukrainiens à résister à l'agression russe. La Russie ne cherche pas à ralentir. Les actions qu'ils entreprennent sont aussi barbares qu'il y a un an et ils ne lâchent rien du tout. Rien du tout. Hier, le pape Benoît XVI a été inhumé. Ses funérailles présidées par le pape François se sont déroulées sur la place Saint-Pierre de Rome. Près de 50 000 fidèles se sont rassemblés pour lui dire un dernier au revoir. Cet événement inédit marque la fin d'une cohabitation de 2 hommes en blanc dans l'église catholique. Lorraine Mabou. Alors que le cercueil quitte la place Saint-Pierre au son du Magnificat, des applaudissements se font entendre au loin. Le pape François, qui a présidé les funérailles, fait ses adieux à son prédécesseur, Joseph Ratzinger. C'est la première fois dans l'Église catholique qu'un pape régnant préside les funérailles d'un pape ayant renoncé à la charge pétrinienne. Benoît, fidèle ami de l'époux, que ta joie soit entière en entendant sa voix, maintenant et pour toujours. Tôt ce jeudi matin, des milliers de personnes ont commencé à affluer place Saint-Pierre, plongées dans un épais brouillard pour assister aux obsèques. 50 000 fidèles, auxquels se mêlaient chefs d'État, étaient couronnés. Le pape François a rendu jeudi un ultime hommage à son prédécesseur, Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Une cérémonie historique, hein, vraiment, c'est ça que je retiens. C'était important pour moi d'être là quand même, de pouvoir dire ok, j'y étais, j'ai participé à ça. Après, en tant que tel, c'est pas une cérémonie qu'on voit non plus tous les jours, mais le côté extrêmement rare de voir un pape qui enterre un autre, vraiment un événement assez unique dans l'histoire quand même. Transporté à l'issue des funérailles à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, pour y être inhumé. La dépouille de Benoît XVI repose dans les grottes vaticanes à l'emplacement de l'ancienne tombe de Jean-Paul II. Terminus, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Prenez rendez-vous avec Soukaina Skali pour l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve ce week-end pour le journal des correspondants. En attendant, restez toujours connectés au programme de Télé Sud. Au revoir.